Bienvenue dans ce webinaire qui, en 1 heure, va faire le point sur la reconnaissance des compétences et diplômes étrangers. Donc, pour cela, on vous propose un déroulé en 3 temps. Un premier point sur les dispositifs de reconnaissance et équivalence des diplômes et compétences acquis à l'étranger. Un deuxième point sur l'expérimentation VAE primo-arrivant. Et puis, on terminera sur tout ce qui est mobilité, les équivalences de permis de conduire acquis à l'étranger. Pour cela, avec nous, on accueille aujourd'hui Lisa Georges de l'ENIC-NARIC, Émilie Chopin de l'AFPA Saint-Herblain et Nathalie Rouleau d'Afodil. On vous invitera évidemment à ne pas hésiter à participer, à poser vos questions dans le chat. Je relayerai du coup les questions qui seraient éventuellement pas répondues lors des interventions de nos intervenantes. Voilà, je leur transmettrai après leur intervention. Donc, n'hésitez pas. Il y aura également, en plus du support qui sera diffusé aujourd'hui et qui vous sera envoyé après le webinaire avec notre évaluation, des documents complémentaires, notamment en ce qui concerne la mobilité, mais pas que. Voilà. Et donc, on va passer tout de suite à notre premier point sur la reconnaissance des diplômes étrangers. Et on vous a préparé avec nos intervenants une petite question introductive à laquelle vous allez être invités à répondre. Le centre ENIC-NARIC France délivre des attestations de comparabilité pour les diplômes universitaires uniquement, vrai ou faux. Et donc, voilà, vous avez 1 minute pour répondre vrai ou faux. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Et donc, on voit que vous êtes 15% à avoir répondu vrai et 85% à avoir répondu faux. Donc, Lise, je vais vous laisser la parole pour réagir à ces réponses. C'est la majorité qui a raison, en effet. Le Centre ENIC-NARIC France ne délivre pas uniquement des attestations de comparabilité pour les diplômes universitaires, car il délivre des attestations de comparabilité pour des diplômes allant du niveau CAP, niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, jusqu'au niveau 8, c'est-à-dire le niveau du doctorat. Voilà. Donc, on ne délivre pas uniquement des attestations de comparabilité pour les diplômes universitaires. Et du coup, ça nous fait une bonne introduction pour Ouais. votre présentation de l'ENIC-NARIC. Voilà, donc le centre ENIC-NARIC France est rattaché à France Éducation Internationale depuis 2004. Il a pour mission essentiellement de faciliter la mobilité internationale par la reconnaissance des diplômes étrangers. Et il fait également partie d'un réseau international, le réseau ENIC-NARIC, qui compte 57 centres dans 54 pays. Voilà, donc présentation du réseau ENIC-NARIC. Bon, on va passer, je pense, voilà, donc vous voyez que les centres ENIC-NARIC sont présents dans le monde entier, bon, surtout en Europe, pour les centres ENIC-NARIC. Voilà. Donc, quelles sont les principales activités du centre ENIC-NARIC France? Il y en a 3. La première, c'est la délivrance d'attestations de comparabilité pour les diplômes étrangers, ainsi que des attestations de reconnaissance pour des périodes d'études effectuées à l'étranger. En 2022, on a traité plus de 50 000 demandes d'attestation. Notre deuxième activité, c'est de délivrer des informations aux particuliers, mais pas seulement, aussi aux institutionnels, sur les procédures de reconnaissance, sur les professions réglementées. Donc, on a, en 2022, délivré 280 000 réponses
par le Centre Unique Naric France. Et 80% de ces réponses ont été automatiquement générées par notre agent conversationnel Cybèle. Si vous voulez, je peux faire une petite... Allez, partager. Voilà, c'est Voilà. bon. Donc, je vais Très par bien. exemple poser la question, je suis un particulier, je voudrais faire reconnaître mon diplôme d'infirmier. Donc, je vais poser la question là à l'agent Cybèle que vous voyez ici. Et on peut poser aussi la question en anglais, hein. Mais bon, je vais la poser en français. Puis-je faire reconnaître mon diplôme d'infirmier? Alors, je vois pas. Attends, mince, comme il faut sur mon écran, ça marche pas trop là. J'arrive pas à vous dire. Hop. Alors, j'ai posé la question et normalement, Cybèle. Mince, j'arrive pas, parce que comme j'ai sur le côté, j'ai les vidéos, donc je peux pas lire ce que répond Cybèle. Je comprends pas la question. Bon, si vous voulez, on pourra le faire à la fin de votre... Voilà, donc la troisième activité donc, du Centre Unique Naric France, c'est de collaborer avec les acteurs nationaux et internationaux. En tant que membre du réseau Unique Naric, on participe à divers projets dans le domaine de la reconnaissance des diplômes étrangers. Et on contribue aussi également aux politiques publiques dans le domaine de l'enseignement supérieur, de l'emploi et de l'intégration. Donc, je vais parler là plus précisément du rôle de l'attestation de comparabilité ou de reconnaissance de période d'études. Cette attestation a pour rôle de permettre la poursuite d'études pour le particulier qui sollicite cette attestation. C'est une attestation non contraignante, donc l'université, les établissements d'enseignement supérieur sont libres de prendre en compte ou pas cette attestation de comparabilité. L'attestation aussi peut être demandée par les particuliers pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Donc, on délivre aussi des attestations pour permettre à ces personnes de faire reconnaître leur qualification auprès de leur futur employeur. Par contre, un point important, on ne délivre pas d'attestation de comparabilité pour les professions réglementées, car là, ce sont des procédures différentes. Notre attestation de comparabilité ne permet pas l'exercice d'une profession réglementée. L'attestation aussi de comparabilité depuis le 1er avril 2020 est également délivrée dans le cadre de la procédure de naturalisation. C'est 31 pays qui sont concernés. Et dans ce cas-là, on précise sur l'attestation de comparabilité que le cursus a été suivi en français. Voilà, c'est dans le cadre donc, de la naturalisation. Alors, comment se passe la procédure de reconnaissance des diplômes? On a sur notre site Unique Naric France une application, l'application Phoenix, qui permet donc de déposer un dossier pour demander une attestation de comparabilité. Le document donc délivré aux particuliers, c'est soit une attestation de comparabilité lorsque la personne a le diplôme final, soit une attestation de reconnaissance de période d'études lorsque la personne n'a pas obtenu le diplôme final. Cette attestation de comparabilité, elle positionne le diplôme dans le cadre national des certifications professionnelles et dans le cadre européen des certifications. C'est un document officiel, mais qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas contraignant, il n'a pas de valeur juridique. Au niveau du coût, le particulier doit débourser 20 € lors du dépôt du dossier, puis 50 € une fois le dossier déclaré recevable, donc c'est 70 € en tout. Et la demande d'attestation de comparabilité, elle est gratuite pour les réfugiés, demandeurs d'asile et bénéficiaires de la protection subsidiaire et temporaire.
Voilà, donc sur notre plateforme Phoenix, le particulier doit déposer plusieurs pièces, donc une copie de sa pièce d'identité. S'il est réfugié, une copie du justificatif de l'OFPRA, de la préfecture ou de la Cour nationale du droit d'asile. Une copie de son diplôme dans la langue d'origine, ainsi que, dans certains cas, une copie de la traduction du diplôme par un traducteur assermenté par les autorités officielles du pays d'origine. Les traductions ne sont pas nécessaires pour les langues suivantes, anglais, espagnol, portugais, italien et arabe. Ensuite, on demande également une copie des justificatifs de la durée officielle des études. Et dans certains cas, une copie de la traduction aussi de ces justificatifs de la durée des études. Voilà, ce sont les pièces demandées pour la constitution du dossier. Pour évaluer donc, les diplômes, nous appuyons sur des textes de référence, notamment la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, c'est la Convention de Lisbonne de 1997. Nous appuyons aussi sur les recommandations sur les critères et procédures d'évaluation des qualifications étrangères de 2001 et 2010. Voilà, donc à partir de ces textes, on a établi des critères pour pouvoir évaluer ces diplômes. C'est une grille qu'on va vous montrer. Voilà, c'est donc une grille d'analyse qui nous permet d'évaluer les diplômes et de les positionner. Pour pouvoir évaluer un diplôme, il faut d'abord que ce diplôme étranger soit reconnu par l'État du système éducatif auquel il appartient. On ne peut pas délivrer d'attestation de comparabilité pour des diplômes qui ne sont pas reconnus dans leur pays d'origine. Il faut aussi que l'établissement d'enseignement qui a délivré ce diplôme soit reconnu dans le pays d'obtention. Ensuite, on a plusieurs éléments d'appréciation dans l'évaluation du diplôme, notamment la place du diplôme dans un cadre national ou international, si ce diplôme est déjà situé, positionné dans un cadre. On prend en compte également la durée des études, les crédits ECTS, si c'est un diplôme européen, les prérequis pour entrer dans cette formation, s'il fallait un diplôme précédent pour pouvoir intégrer cette formation. On prend en compte également les composantes de la certification, les connaissances, les compétences, les learning outcomes, et également les débouchés académiques et professionnels offerts par ce diplôme. Si c'est le cas, on évalue également si le diplôme a été évalué dans son pays d'origine par une assurance qualité. Voilà. Donc, voilà comment se présente l'attestation de comparabilité. Sur la première page, il y a toutes les informations sur le diplôme, l'intitulé du diplôme, la spécialité, l'établissement qui l'a délivré, la date d'obtention du diplôme, pays d'obtention, la durée du diplôme, ainsi que les débouchés au niveau académique et professionnel de ce diplôme. Puis, dans l'encadré, il y a le résultat de l'expertise où on situe donc ce diplôme. Donc là, c'est indiqué dans la nomenclature française des niveaux de formation, mais maintenant, ça a changé. C'est le cadre national des certifications professionnelles. Et donc, le niveau, donc selon le cadre national des certifications professionnelles, et le niveau dans le cadre européen des certifications. Voilà. Et il y a bien à la fin la mention que cette attestation ne constitue pas une autorisation pour exercer une profession réglementée en France. Sur le verso de l'attestation de comparabilité, on a donc le référencement des diplômes et grades français, ce qui permet au futur employeur ou à l'établissement de formation de voir
où se situe le diplôme obtenu par le particulier. Voilà, de voir, par exemple, si le particulier a eu un diplôme de niveau 6 dans son pays, on voit qu'en France, cela correspond au grade de licence. C'est une aide à la lecture du parcours académique du particulier. Voilà. Alors, donc, en plus de délivrer donc, des documents de reconnaissance, hein, le Centre Unique NAIC France est chargé d'informer et d'orienter les particuliers, le sollicitant, concernant des demandes sur les professions réglementées en France. Donc, comme je l'ai dit, on n'est pas autorisé à délivrer des attestations pour l'exercice d'une profession réglementée. Donc, en cas de demande portant sur la reconnaissance ou l'exercice d'une profession réglementée, le Centre NAIC France oriente les particuliers vers les autorités compétentes idoines. Ça peut être, par exemple, le préfet de la région, hein, pour certains diplômes, ou on les oriente également vers des annuaires officiels en ligne comme le guichet des qualifications, le guichet des entreprises, notamment pour les personnes diplômées hein, d'un diplôme européen, de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Dans ce cas-là, on peut les orienter vers le guichet des qualifications, le guichet des entreprises qui décrivent la procédure à suivre pour pouvoir exercer cette profession réglementée. On peut également, le Centre NAIC France peut être également sollicité par les chambres des métiers de l'artisanat dans le cadre d'une procédure en vue de l'exercice d'une profession réglementée. Dans le cas, par exemple, d'un particulier qui voudrait exercer la profession de menuisier en tant qu'indépendant, en tant que chef d'entreprise. Dans ce cas-là, c'est la Chambre des métiers et de l'artisanat qui fait la demande auprès du Centre Unique NAIC France. Ce n'est pas le particulier directement. Et dans ce cas-là, on délivre une attestation pour cette demande spécifique. Voilà. Alors, les demandes d'attestation. Donc, pour vous donner une idée hein, du nombre de demandes qu'on reçoit chaque année, depuis 2020-2021, l'activité du Centre Unique NAIC France a connu une forte augmentation. Voilà, on était en 2019 à peu près 36 000 demandes. Et là, on est à plus de 50 000 demandes d'attestation par an depuis 2021. Alors, la grande majorité hein, des dossiers expertisés viennent du Moyen-Orient et du Maghreb, 45%. L'Afrique subsaharienne aussi, 23%. Donc c'est une grande partie des dossiers expertisés. Et voilà. Après, vous voyez que on va dire 35% restants se partagent entre l'Union européenne, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord. Donc, voilà. Et les 3 pays donc, comptant le plus grand nombre de dossiers expertisés en 2022, c'était déjà les mêmes hein, les années précédentes, c'est donc l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. On peut quand même remarquer que l'Ukraine, hein, depuis 2022, fait partie des 10 pays comptant le plus grand nombre de dossiers expertisés. Cela s'explique hein, par le nombre important de réfugiés ukrainiens qui ont rejoint la France en 2022. Alors voilà, cela me permet de continuer sur la question de la reconnaissance des diplômes pour les réfugiés, les demandeurs d'asile et les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Alors, pour ce public spécifique, nous avons mis en œuvre une procédure accélérée, gratuite et assouplie.
Donc, cette année, en 2022, hein, sur les 42 557 dossiers qui ont abouti à la délivrance d'attestations, plus de 6 000 ont été expertisés à titre gracieux pour des réfugiés ou des publics assimilés. Donc, comme c'est un public spécifique et qui n'ont pas forcément toutes les pièces, tous les justificatifs de diplôme en leur possession, on a introduit une procédure un peu plus assouplie, en respect de la Convention de reconnaissance de Lisbonne. Les réfugiés, les personnes déplacées et les personnes assimilées, je ne vois pas sur mon écran, devraient avoir le droit à une évaluation de leur qualification en vue d'accéder à l'enseignement supérieur, même dans les cas où leurs qualifications ne peuvent être prouvées par des documents les attestant. Le Centre ENIC NARIC France participe notamment au réseau migrant dans l'enseignement supérieur. Il fait partie depuis mai 2016 du groupe de travail sur la mise en place d'un programme national d'accueil et d'intégration des étudiants réfugiés. Et le Centre ENIC NARIC France contribue aux réflexions menées au sein de ce attendez, je peux peut-être masquer la vie. Ouais, je vais masquer la vie. Au sein de ce réseau dans le domaine de la reconnaissance des diplômes. Voilà. Depuis 2018, hein, le Centre ENIC NARIC France a mis en œuvre un projet, le passeport européen des qualifications pour les réfugiés. C'est un projet qui est piloté, mis en place par le Conseil de l'Europe dans le cadre du plan d'action Construire des sociétés inclusives. Ce projet, en fait, il vise à aider les réfugiés qui ont dû quitter leur pays sans documents prouvant leur parcours académique à poursuivre leurs études ou à travailler dans les pays d'accueil. Donc, on délivre pour ces personnes un passeport européen de qualification. C'est un document qui fournit une évaluation des qualifications académiques fondée sur les documents disponibles et un entretien. Il présente aussi des informations portant sur l'expérience professionnelle du candidat et sa maîtrise des langues. Le Centre ENIC NARIC France a donc participé à 16 sessions d'évaluation EQPR entre 2018 et 2022 en Grèce, en Italie et en France. Durant cette même période, 138 passeports EQPR ont pu être ainsi délivrés en France. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je suis bien prête à répondre aux questions. Merci. Merci Lise. Alors, on a eu une question pendant votre présentation concernant l'attestation de comparabilité que vous avez présentée tout à l'heure. Donc, cette attestation offre-t-elle la possibilité d'être exemptée quand on suit une formation? Donc, par exemple, si la personne suit une formation de type CAP, est-ce qu'elle pourrait être exemptée des matières générales parce que son attestation, donc que vous lui auriez délivrée, reconnaîtrait un niveau équivalent ou supérieur? Parfois, oui, l'établissement de formation demande une attestation de comparabilité aux particuliers pour qu'ils puissent être exemptés de certaines matières pour intégrer un CAP, par exemple. Donc, oui, c'est possible. Après, comme je dis, notre attestation, elle est non contraignante, donc elle ne va pas contraindre l'établissement de formation à exempter le particulier de certaines matières. Mais oui, en effet, ça peut aider le particulier à être exempté de certaines matières. Merci. Alors, on a une autre question concernant ce que vous venez de présenter. Quelle est la durée de traitement des dossiers EQPR et où se déroulent les entretiens? Alors là, le passeport EQPR, oui, c'est autre chose. Hein, c'est pas comme les attestations de comparabilité. Donc, il y a des sessions à EQPR qui sont organisées chaque année. Donc, il faut se renseigner auprès du centre ENIC NARIC France pour savoir quand la prochaine session EQPR sera organisée, parce que ça ne suit pas la même procédure que l'attestation de comparabilité.
Très bien. Donc, il y a Florence qui demande les professions réglementées où avoir la liste. Donc ça, on vous la communiquera avec le support Mm, après le mm. webinaire. Ensuite, quel est le délai d'obtention d'une attestation de comparabilité? Alors, le délai maximum, c'est 4 mois. Voilà. On essaye de le respecter dans la mesure du possible. Après, ça dépend si certains dossiers sont particulièrement compliqués. Voilà. D'accord, mais bon, c'est 4 mois Oui, max en ouais, général. voilà. Alors, on a une question de Xavier. Pouvez-vous revenir sur les professions réglementées avec des exemples? Donc, secteur santé et sécurité, nous dit Xavier par exemple. Si je comprends bien, c'est l'autorité compétente qui réalise la demande à l'ENIC-NARIC à la place de la personne? Alors, pour les professions de santé, on ne peut pas délivrer d'attestation de comparabilité et on renvoie le particulier vers l'autorité compétente. Par exemple, si la personne a un diplôme d'aide-soignant, on va à un diplôme obtenu en Europe, hein, un diplôme européen d'aide-soignant, on va la rediriger vers le préfet de la région, la DRETS. Voilà. Si c'est un diplôme d'infirmier, on va rediriger euh, enfin, ça dépend du diplôme. Hein, un diplôme de médecin, ça va être le Centre national de gestion. Enfin, voilà, ça dépend du type de diplôme. Et donc, pour la Mais on santé, on peut pas voilà. délivrer l'attestation de comparabilité pour le domaine de la santé. Ce qui peut être possible pour les personnes qui ont un diplôme de niveau 3 ou niveau 4, hein, niveau 3, donc c'est niveau CAP, niveau 4, niveau bac, dans le domaine de la santé, et qui veulent poursuivre des études, on peut, des fois, dans certains cas, si c'est pour une poursuite d'études, délivrer une attestation qui reconnaît que la personne a un niveau 3 ou un niveau 4, mais dans ce cas-là, on enlève la spécialité de l'attestation de comparabilité. D'accord. Et donc, du coup, Si en c'est pour fait, une poursuite d'études. pour la question de est-ce que c'est l'autorité compétente qui réalise la demande auprès de l'ENIC-NARIC à la place Non. de la personne, en fait, c'est la personne qui vient vers vous et vous vous réorientez Oui, en fonction oui, oui, du oui. domaine. Parce qu'après, ça va être l'autorité compétente qui va évaluer les qualifications de la personne. C'est Ça, ça. elle En va fait, pas revenir vers nous. Là, c'était par rapport aux chambres des métiers de l'artisanat qui reviennent vers nous, mais c'est pour les personnes qui veulent exercer à titre indépendant une activité, par exemple, je ne sais pas, telle que menuisier, boulanger, voilà, des professions réglementées. Hein, et donc, dans ces cas-là, c'est la Chambre des métiers de l'artisanat qui fait la demande auprès du Centre unique Claric France. voilà. Mais pour tous les autres cas de profession réglementée, en fait, vous, après, vous réorientez la personne vers l'autorité compétente en lui disant quelle est cette autorité. Oui. Oui. OK. Voilà. Donc, si vous avez une question spécifique sur les professions réglementées, vous pouvez contacter le Centre unique Claric France, voilà, pour justement avoir des informations plus détaillées à ce sujet. Eh bien, merci Lise, merci pour vos questions. Le temps avançant, je vous propose qu'on passe au point suivant. Donc, quand on parle de reconnaissance des compétences et diplômes étrangères, on pense aussi à la VAE. Et donc, on a voulu vous faire un zoom sur l'expérimentation VAE primo-arrivant avec Émilie Chopin de l'AFPA. Et comme tout à l'heure, on vous a préparé une petite question introductive que je vais lancer tout de suite. La VAE concernant les titres professionnels est accessible sans justificatif pour une personne ayant signé un contrat d'intégration républicaine. Donc vrai ou faux? Et là, comme tout à l'heure, on va vous laisser une petite minute pour répondre bien. Je vais vous afficher les résultats. Et donc, vrai pour 32% d'entre vous, faux pour 68% d'entre vous. Et donc, Émilie, je vous laisse commenter la réponse à cette question.
Déjà, ce qui me vient, c'est que c'est d'autant plus intéressant d'en parler un petit peu lors de ce webinaire parce que bien, c'est bien vrai. Et là, je vois que la plupart des réponses disent faux. Et non, c'est vrai, c'est possible sans justificatif, un petit peu comme en parlait Lise de Lénignari tout à l'heure. On prend en compte que c'est parfois compliqué pour ces personnes d'avoir justement les justificatifs nécessaires. Donc voilà, lors du déroulé de la présentation, je vais aller dans le détail de comment ça se passe pour que ce soit réalisable. C'est Donc, il parti. s'agit effectivement, comme le dit le titre, d'une expérimentation qui va prendre fin d'ailleurs en juin 2023. Là, on va pouvoir déposer des dossiers jusqu'en juin 2023. Et c'est vraiment dans le cadre de la réforme de la VAE de manière plus globale. Donc, on va voir voilà, ce que ça amène, ce que ça a permis d'expérimenter. Donc, les enjeux de ce programme, c'est de mener une politique d'intégration en s'appuyant sur les compétences professionnelles acquises par les primo-arrivants dans leur pays d'origine. Qu'ils puissent vraiment exploiter tout ça en simplifiant la reconnaissance des compétences pour, bien sûr, enclencher une dynamique positive en matière d'emploi ou en matière de formation également. Donc, on parle d'expérimentation. Et alors, qu'est-ce qui est expérimenté? Donc, d'un côté, est expérimenté l'acquisition des certificats de compétences professionnelles par la VAE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par la VAE traditionnelle, on ne peut se présenter que pour le titre entier. Alors que cette expérimentation permet de se présenter simplement pour un bloc de compétences. On va vers ça globalement pour la VAE à l'avenir. Est expérimentée aussi la procédure dérogatoire de demande de recevabilité sans justificatif. Et tout ça est possible à travers l'évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles par des formateurs experts de l'AFPA. Donc, on est à l'AFPA, on est sur les titres du ministère du Travail, donc on est bien sur des titres professionnels uniquement. Le public visé, les ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire national depuis moins de 5 ans. Donc, vraiment, le prérequis essentiel, c'est qu'il soit signataire du contrat d'intégration républicaine depuis moins de 5 ans. Voilà. Donc, dans le cahier des charges est préconisé un niveau de langue A1. Après, sur le terrain, on voit bien que pour aller vers un titre professionnel ou même un bloc de compétences, il est nécessaire quand même de bien maîtriser la langue française. Il y a un dossier professionnel à rédiger et un entretien oral avec le jury lors de la certification qui est exactement la même que pour les personnes qui sont en formation. Donc, les modalités. Donc, il y a 3 possibilités. Donc, la VAE classique, donc la personne se présente pour le titre professionnel, donc passe la certification. La validation donc partielle des acquis, donc en validant certains modules du titre, ou enfin la reconnaissance des savoir-faire professionnels, donc une reconnaissance simplement de certaines compétences. Donc, ceci est possible pour voilà, un nombre restreint de métiers et de titres et pour des emplois de niveau infra 3. Donc, les grandes étapes du projet, justement, parce que là, je vais aller dans le détail de chaque étape. Donc, bon, bah, c'est Ouais. bon. C'est bon, vous voyez? Donc, si vous m'entendez, tout va bien. Voilà, donc on peut poursuivre. OK. Donc, l'étape 1, donc information collective sur le programme et test de langue. Donc, information collective, les candidats viennent voilà, éventuellement à plusieurs, donc sont informés du dispositif et du process. Et éventuellement, si on le retient nécessaire, on peut leur soumettre un test de langue pour aller explorer un petit peu l'expression et la compréhension orale et écrite. Car c'est sur cette base-là qu'on va les orienter, si un niveau B1 et plus, vers un VAE titre ou vers une VAE CCP. Voilà, selon les titres, ça peut être accessible aussi avec un niveau A2, ça dépend vraiment de voilà, la façon, la maîtrise de la communication aussi de la personne. Ou si c'est un niveau plus bas et que le titre, le métier le permet, on peut orienter vers un parcours RSFP, donc reconnaissance des savoir-faire professionnels. Et ensuite, on fait un point vraiment sur l'expérience de la personne et la reconnaissance envisageable par rapport à cette expérience. Donc, l'étape 2, c'est l'instruction du dossier de candidature. Donc, reste exiger 1 an d'expérience pour les personnes qui auraient des justificatifs, un certificat de travail, fiche de paye, etc. Pour les personnes qui n'ont pas de justificatif, eh bien, ça va passer par une évaluation avec un formateur expert de l'AFPA qui va préconiser la mise en œuvre possible du projet. Cette demande de recevabilité
et donc présenter sans justificatif à l'adresse du lieu de résidence. Après avis favorable de l'adresse, sachant que s'il y a un avis favorable du formateur et du référent de l'AFPA, voilà, l'adresse valide, débute donc l'accompagnement. Donc là, il y a atelier collectif. Après, clairement, ça dépend du nombre de personnes qui en sont au même stade. Donc, ça peut très bien être en individuel également. Donc, 4 fois 3 heures. Et donc, c'est un appui à la rédaction du dossier professionnel, apprendre le vocabulaire du métier, travailler sur des compétences du type sécurité, procédures, normes qui restent spécifiques à l'environnement de travail en France, et donc préparer l'entretien avec le jury. Ensuite, il va y avoir la découverte des plateaux techniques de validation qui peut aller d'une demi-journée à 5 jours. Donc là, le but, c'est vraiment de se familiariser avec le plateau technique, bien comprendre comment va se dérouler l'épreuve pratique, donc la mise en situation professionnelle, donc découvrir le matériel, les outils, s'approprier le vocabulaire du métier, etc. Et donc, on arrive à la session d'examen, donc qui peut être de 1 à 2 jours suivant les certifications. Donc, on peut avoir une VAE, donc une validation des acquis de l'expérience. C'est un titre professionnel, donc ça passe par une mise en situation professionnelle dans un centre de formation de l'AFPA, la présentation du dossier professionnel, entretien avec le jury et validation par un jury professionnel. Pour le RSFP, il s'agit d'une mise en situation professionnelle et une validation par le jury. Là, excuse-moi Magdalena, si vous pouvez, voilà. Je veux juste m'attarder un petit peu sur un détail, on va dire. Donc, on a bien mise en situation professionnelle dans un centre de formation de l'AFPA. Donc là, l'accompagnement va bien avoir lieu à Saint-Herblain. C'est Saint-Herblain qui porte ce dispositif en Pays de Var. Par contre, Saint-Herblain n'a pas toutes les formations et tous les titres. Donc, en fonction du titre visé par la personne, donc on a parlé de rencontre avec le formateur expert, de découverte du plateau technique, de certification et aussi d'éventuelles 200 heures de formation qui peuvent être intégrées. Toute cette partie-là doit être réalisée dans le centre AFPA qui réalise la formation. Donc, c'est là où la question de la mobilité aussi est aussi importante à prendre en compte. Là, j'ai un exemple, j'ai une personne que j'accompagne sur le titre d'électricien en équipement du bâtiment. C'est une formation qui est dispensée à Saint-Nazaire. Voilà, cette personne va aller à Saint-Nazaire rencontrer le formateur et va être amenée à retourner à Saint-Nazaire plusieurs fois. Donc là, ça va, c'est assez près. Parfois, ça peut être plus loin que ça. Donc, pour l'inscription aux informations collectives, vous aurez donc dans les supports le calendrier avec les prochaines réunions. Et vous n'aurez qu'à, le prescripteur, l'accompagnateur remplit cette fiche de prescription et me l'envoie directement à mon adresse mail pour inscrire le candidat. On peut éventuellement aussi échanger en amont pour voir ensemble la faisabilité du projet. Donc, comme je disais, c'est une expérimentation qui va là jusqu'à juin 2023. Donc, on peut déposer des dossiers jusqu'à juin 2023. C'est une expérimentation, donc le côté financement, le problème du financement ne se pose pas, c'est automatiquement financé. Par contre, par la suite, tout ce qui est expérimenté là va être mis en œuvre petit à petit dans la réforme de la VAE globale. Et donc, ça va devenir de droit commun, le fait de pouvoir se présenter sans justificatif et le fait de pouvoir se présenter que pour un CCP. Donc, on n'y est pas encore, mais voilà, c'est une réforme qui est en cours. Voilà. Merci pour votre attention et voilà, Merci, répondre à quelques Émilie. questions si je peux. Oui, on a une question. Quels sont les métiers dont les savoir-faire peuvent être reconnus? Alors, ça, il y a une liste qui me semble, je vous ai envoyé, Magdalena, qui sera fournie. C'est ça. Après, on va un peu au-delà de ça. C'est comme je vous disais tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas tous les titres à l'AFPA de Saint-Herblain. Donc, pour être honnête, quand il faut passer dans une autre région et faire, ça peut, mais après, ça reste, oui, des métiers du bâtiment principalement. Mais après, pour l'organisation, c'est surtout ça qui va être un petit peu compliqué, la notion de territoire et de voir où a lieu la formation. Et on a une autre question qui va peut-être faire aussi la transition avec notre dernière partie sur la mobilité. Si la personne doit se déplacer, par exemple, à Saint-Nazaire, existe-t-il une aide à la mobilité?
Alors, non, pas à ce jour. Effectivement, ça n'a pas été pris en compte. Merci, Émilie, pour votre intervention. Merci à vous. Je vous propose qu'on passe au dernier point, donc les compétences liées à la mobilité, avec tout ce qui est notamment équivalence des permis de conduire, avec Nathalie Rouleau-Daffodil. Comme tout à l'heure, une petite question introductive que je vais lancer tout de suite. Combien de temps puis-je conduire en France pendant la demande d'échange de mon permis de conduire? 1 an, 2 ans ou jusqu'à l'obtention de mon permis? Et donc là, on va laisser 30 secondes pour répondre, pour laisser ensuite le temps à Nathalie de développer un petit peu son point. Eh bien, je partage les résultats. Donc, pour 69% d'entre vous pendant 1 an, 15% 2 ans et 15% jusqu'à l'obtention de mon permis. Nathalie, du coup, je vous laisse commenter. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, dans la majeure partie des cas, c'est 1 an, mais c'est vrai qu'il y a aussi des spécificités dont je vais vous parler. Mais dans l'ensemble, la majorité avait plutôt une bonne réponse. Donc, voilà, je vous ai fait une slide très, très succincte. J'ai donné à Magdalena des documents complémentaires. Des documents, merci, oui, qui vous seront diffusés par la suite sur vraiment les spécificités et si ça vous intéresse, vraiment toutes les démarches. Et je vous transférerai aussi, j'ai oublié de vous transférer, Magdalena, mais les liens utiles aussi. Oui. Pour tout ce qui est, tout se fait maintenant par ANTS, donc je vais en parler. Donc, j'ai commencé par peuvent conduire en France, donc toutes les personnes qui possèdent un permis européen. Là aussi, juste une spécificité sur les permis britanniques, puisque pour les Britanniques, c'est possible avec un permis délivré avant 2021, donc avant le Brexit. Par contre, il peut y avoir aussi des échanges possibles pour les permis européens. Donc, toute personne qui possède un permis européen peut conduire en France. Par contre, il faut quand même, l'échange peut être obligatoire à partir du moment où la validité du permis a pris fin. Donc, c'est vraiment administratif. Si vous demandez une nouvelle catégorie de permis, s'il y a eu des infractions et suspension du permis, restriction ou annulation, si votre permis a été volé et si vous avez perdu votre permis, ou si le permis a été détérioré. Mais dans l'ensemble, pour les Européens, il n'y a pas de souci pour conduire avec son permis. Ensuite, c'est un petit peu plus spécifique pour toutes les personnes. Donc, c'est possible durant la validité de leur titre de séjour. Donc, tout pour les personnes réfugiées ou les personnes qui demandent l'asile. Donc, pour toutes ces personnes qui possèdent un permis de conduire et qui ne sont pas considérées comme ayant leur résidence normale en France, elles peuvent effectivement conduire, donc avec un permis international ou leur permis traduit par une personne assermentée, traduit en français. Donc, peuvent conduire avec un permis international toutes les personnes qui ont une carte de séjour temporaire pour les travailleurs saisonniers, une carte de séjour temporaire étudiant, les visas long séjour étudiants, les cartes de séjour et visas long séjour pour les travailleurs temporaires, mais d'une validité inférieure à 185 jours. Toutes les personnes qui possèdent un récépissé de demande de titre de séjour et de demande d'asile. Alors, ce ne sont plus des récépissés aujourd'hui, puisque ce sont des attestations de prolongation de leur séjour en France. Tous ces documents, je vous ai mis les liens aussi, vous pourrez y avoir accès. Ensuite, dans tous les cas, le permis doit bien être international ou traduit. Alors, oui, il peut y avoir des soucis, c'est si le permis, effectivement, n'est pas valide
ou il est détérioré, il ne pourra pas être traduit, et donc le permis international ou la possibilité de conduire ne sera pas possible. Hein, la demande se fait par ANTS, puisque maintenant toutes les demandes de permis internationaux ou demandes d'échange ou de permis se fait par ANTS. Donc, doivent passer ensuite le permis en France, et c'est là où surtout il y a le délai d'1 an. Toutes les personnes qui ont leur résidence normale en France. Donc, s'il n'y a pas d'accord de réciprocité entre les pays, ils doivent donc passer un permis en France. Donc, ça, c'est pour les titulaires d'un titre de séjour et les titulaires d'un visa long séjour, donc de plus de 185 jours. Le délai d'1 an court à partir de la validité du premier titre de séjour et non pas de la demande d'asile, et sont exemptés donc les réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. Pour eux, le délai court à partir du premier titre de séjour provisoire. Voilà. Il y a une spécificité pour les réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, puisque eux peuvent faire une demande de réciprocité, d'échange de permis, même s'il n'y a pas de réciprocité entre les deux pays, la France et le pays d'origine. Donc ça, c'est très particulier. Donc, pendant ce délai, en fait, les personnes peuvent conduire également avec leur permis international ou traduit en français. Il faut savoir que les personnes qui vont passer leur permis en France ne sont pas soumises aux 20 heures obligatoires des formations en France. Ils doivent obtenir, bien sûr, leur numéro d'NEPH, donc permis de conduire sur ANTS. Ils doivent passer le code de la route, puis le permis de conduire. Le niveau B1 est un prérequis, on va dire, pour que la formation se passe bien. B1 oral, pour que l'échange et la compréhension du code de la route se fassent assez facilement. Voilà. Tout. Et on en est à la dernière, doivent échanger leur permis étranger en permis français. Donc, toutes les personnes qui ont acquis leur résidence normale en France lorsqu'il y a un accord de réciprocité entre les deux pays. Donc, la liste des pays, elle change. Elle vous sera transmise à la fin de mon intervention par Magdalena. Il faut savoir qu'actuellement, cette liste, plus ça va, plus elle diminue. Et ce n'est pas parce qu'il y a réciprocité que donc la personne aura effectivement sa demande d'échange acquise, puisque, comme pour toutes les autres personnes, il faut que le permis de conduire soit lisible, qu'il fasse vraiment montrer qu'il est bien valide, que c'est un vrai permis obtenu dans le pays d'origine. Voilà. À savoir aussi donc les exceptions, hein, toujours pour les réfugiés, apatrides ou bénéficiaires dont je vous ai parlé tous les deux tout à l'heure. Pas de réciprocité nécessaire pour demander la validation, enfin l'échange d'un permis. Même chose, hein, les demandes ne peuvent ne pas aboutir si le permis n'est pas reconnu en France par les autorités françaises. Alors, une fois le délai d'1 an écoulé, vous ne pouvez plus conduire en France sous peine d'amende. Alors, en cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter, hein, puisque la plateforme mobilité peut vous renseigner sur la validité du permis, mais surtout également sur les démarches à effectuer si nécessaire. Nous sommes son centre de ressources et nous pouvons vous conseiller et également vous renseigner. Vous pouvez aussi, en cas de doute, nous orienter des demandes. Alors, notamment pour toutes les personnes qui habitent dans le 49, hein, puisqu'il peut y avoir des prescriptions faites auprès de la plateforme pour que nous puissions recevoir le public, puisque j'attire quand même l'attention sur le fait que même si mon permis de conduire est échangé
en permis français, il peut y avoir des personnes qui n'ont malheureusement pas le niveau requis d'exigence de conduite en France. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des échanges. Une personne a bien son permis étranger changé en permis français, mais qui n'ose pas conduire en France. Et on s'aperçoit, nous, lors de nos diagnostics, que la personne n'a effectivement pas le niveau pour conduire. Et donc, ça demande une formation en auto-école classique, même avec un permis qui est validé. Il peut y avoir des formations assez longues, et même s'ils ne sont pas soumis, alors encore moins puisqu'ils ont un permis validé, hein, ils ne sont bien sûr pas soumis aux 20 heures obligatoires, mais parfois, il y a des formations qui peuvent durer plus de 20 heures en fonction du lieu, du pays d'origine du permis, en fait. Voilà. Donc, nous, on peut s'assurer des capacités à conduire en France. Je voulais vous parler aussi des spécificités, puisque en France, le permis AM, ancien BSR, est requis pour pouvoir conduire un scooter pour toutes les personnes nées après 1988. Et parfois, on nous demande si ça comprend, c'est valable pour les étrangers. Oui, tout à fait, c'est valable pour les étrangers. Ils doivent avoir absolument un permis AM s'ils sont nés à partir du 1er janvier 1988. Pour passer ce permis AM, il leur faut en amont avoir l'ASR. Donc, nous, c'est l'ASSR 1 qu'on passe en 5e ou l'ASSR 2 passé en 3e dans nos collèges. Si ce n'est pas le cas, l'ASR se passe au GRETA. Il n'y a que le GRETA qui peut donner l'ASR, qui remplace la SSR 1 et la SSR 2. Donc, spécificité française, effectivement, pour ces permis. Et c'est valable aussi pour conduire une voiture sans permis, puisque le permis AM est obligatoire également pour les voitures sans permis. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'ai précisé que la liste, effectivement, des pays avec lesquels la France a un accord de réciprocité pour les permis sera fournie avec le support après le webinaire. Et c'est le cas aussi puisque vous, Nathalie, donc pour Afodine Néomobile, c'est sur le Maine-et-Loire, cette plateforme. Mais on rajoutera également une slide avec la liste des plateformes départementales de mobilité pour que vous puissiez connaître les interlocuteurs voilà, de votre département. Parfait. Donc, en résumé, surtout, c'est dans le cas où vous êtes installé en France, on a une autorisation d'1 an de conduire avec un permis étranger, soit international, soit traduit en français. Alors, on a une question. Si j'ai bien compris, le permis AM est obligatoire pour louer une voiture sans permis? Oui, si la personne est née après le 1er janvier 1988. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture le webinaire? Oh, merci, voilà. Donc, merci à tous. Merci Nathalie. N'hésitez pas, si jamais il y a une dernière question, je la prendrai. En attendant, je remercie grandement nos intervenantes pour leur intervention. Le webinaire a été enregistré. Vous pourrez le regarder en replay sur notre site. Et puis donc, on vous envoie dans la journée ou d'ici demain le support, les documents complémentaires et le formulaire d'évaluation de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation et à bientôt. Merci. Merci. Merci.